sur notre pendule, nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes d'information et je suis très heureuse de vous retrouver tout de suite le sommaire. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Fatou Diaby. Femmes et travail, on en parle dans ce 12 heures, chose qui est très souvent mal perçue par beaucoup de personnes dans notre société. Qu'est-ce qui explique cela? Eh bien, gardez vos positions. Aminata Kone nous éclaire dans un instant. Parlant toujours des femmes, la planification familiale pourrait être un moyen d'épanouissement pour celles-ci au quotidien. Par ailleurs, dans notre société, le concept est toujours mal compris par bon nombre de personnes. On comprendra mieux dans ce journal. Autre fait de société, garder le cheval devant son domicile. Quelle est la signification? On en saura plus dans cette édition. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de votre constante fidélité à la chaîne 2. Un mot du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale qui s'est tenu du 6 au 10 mai à Koulouba ce matin dans la salle des banquets. Le comité de pilotage du dialogue conduit par son président, l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, reçu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'était dans le cadre de la remise des recommandations et résolutions issues des phases nationales qui ont pris fin ce vendredi 10 mai au Centre international des conférences de Bamako. Je le disais au sommaire, être femme au foyer et poursuivre ses études demande un sacrifice de la part de certaines femmes, surtout dans une société qui associe la femme au ménage. Malgré les diplômes obtenus, nombreuses sont ces femmes qui n'arrivent pas à exercer un métier à cause de leur conjoint. Pourquoi ces hommes s'opposent au travail de leur épouse? Élément de réponse avec Aminata Kone. De nos jours, les études sont nécessaires et même cruciales, surtout dans la vie d'une femme. Selon la constitution malienne, une femme a totalement le droit de travailler, qu'elle soit célibataire ou mariée. Drissa Ngolo Koulibaly, juge. La loi est très claire là-dessus, dans la mesure où l'article 18 de notre constitution garantit le droit au travail à tous les citoyens du Mali. À ce terme, le droit au travail est reconnu et égal pour tous. Kone Krotoum Bengali est diplômé d'une licence professionnelle en droit public. Après l'obtention de la qualification, Korotoumou a été surprise de voir son mari lui refuser de travailler. Je me suis mariée en 2013. Le fait de jongler entre les études et la vie de femme au foyer n'était pas du tout facile. Après tous ces sacrifices, mon mari a refusé que je travaille. Et quand j'ai essayé de m'imposer, il m'a demandé de faire un choix entre mon mariage et le travail. Idéologiquement, les hommes ne sont pas du même avis sur ces sujets. Issa Kone, commerçant. L'homme qui empêche sa femme de travailler a ses raisons. Premièrement, l'homme peut être jaloux de sa femme ou il peut subvenir à tous ses besoins. Ou parfois, c'est de l'égoïsme. Pour d'autres, c'est la mauvaise compréhension de l'islam. Pour l'islamologue Youssouf Diagouraga, la religion musulmane n'interdit pas le travail des femmes. Elle insiste seulement sur le fait de tenir compte de la vie du mari. La femme doit demander au moins l'autorisation de son mari, islamiquement parlant, surtout pour aller travailler. L'homme aussi doit vraiment être compréhensif, permettre à la femme d'exercer un travail qui ne va pas à l'encontre de bonnes mœurs ou de bonnes conduites de la femme. Si la femme a la capacité de joindre les deux bouts, c'est-à-dire le foyer combiné à son emploi professionnel, donc l'homme doit quand même être compréhensif pour accepter cela à sa femme. La religion chrétienne est du même avis. Le travail de la femme est autorisé. Edmond Dambélé, pasteur. La femme a le droit au travail. À mon avis, et selon l'avis de l'Église catholique, elle devrait pouvoir travailler. Sauf si les époux en question ont des motifs particuliers pour lesquels ils pensent que leur femme devrait rester à la maison. Sinon, normalement, une fois qu'elles ont quand même fait des études et qu'elles ont la possibilité d'avoir un emploi qui leur permette de travailler, d'être épanouies et de pouvoir contribuer à l'évolution de la société, donc elles devraient pouvoir travailler. Au vu de l'évolution du monde et des difficultés que notre société traverse aujourd'hui, le travail d'une femme peut être un soutien total pour la consolidation du couple.
Autre titre de ce 12 heures, femmes travailleuses rime certainement avec planification familiale. Par contre, chez nous, chaque jour, nous faisons face à des rumeurs et préjugés concernant la planification familiale. Cependant, les bienfaits de la pratique sont prêchés par les spécialistes de la santé avec le soutien des hautes autorités. Reste à savoir pourquoi les rumeurs et préjugés coule toujours autour de la planification familiale. Eh bien, chacun a sûrement ses raisons. Kounandi Bamani nous explique dans ce reportage. La planification familiale est l'ensemble des moyens qui permet à un couple d'espacer les naissances. Elle contribue au bien-être familial d'après les études. Cependant, telle n'est pas la perception de tout le monde, d'où ces rumeurs et préjugés. Oumar Sidibé, chauffeur. Personnellement, je ne suis pas pour la planification familiale. Les femmes le font, mais la plupart de ces méthodes leur causent des problèmes après. Il y en a de ces produits qui disparaissent même dans le corps, d'autres entraînent des dérèglements hormonaux et autres. Je pense que c'est à éviter même. Je pense que Kadiatou Traoré, étudiante. Avec comme des planiques et trucs là, il y a des dans la société avec un problème La planification familiale et autres sont en train de causer du tort aux femmes. Il est vrai que ça espace les naissances, mais la plupart de ces méthodes ont des inconvénients. Elles provoquent même des maladies chez certaines femmes. J'ai des amis qui me l'ont confié. J'ai des amis Sachant bien les avantages de la planification familiale sur la population, pour des questions de valeur, cette enseignante n'est pas pour cette pratique à 100%. Keita Oumou Keita, enseignante. On ne doit pas donner une connotation négative à ces méthodes-là sans pour autant consulter un médecin. C'est bénéfique en ce sens que ça permet à certaines femmes de se rétablir, d'avoir une santé parfaite. Pour y répondre aux rumeurs, les spécialistes affirment que chaque méthode est contractée après des échanges et consultations. Boire Zenab Aïdara, sage-femme spécialiste en santé de la reproduction. Lorsqu'il y a des effets secondaires qui sont majeurs, on invite les femmes à retourner au centre de santé pour qu'on puisse prendre en charge ces effets. Sinon, les effets secondaires qui sont bénins, généralement seulement avec un entretien, pourraient aider vraiment à faire accepter ces effets secondaires par la femme. Il reste beaucoup d'efforts à faire par rapport à la compréhension du sujet et à l'acceptation par la population. Vu l'importance de la planification familiale dans une société, pour ces intervenants, il faut continuer à sensibiliser les citoyens sur les avantages de la pratique, afin de déconstruire les rumeurs et préjugés qui l'entourent pour le bien-être de nos sociétés. Au Mali, nous sommes à 325 décès maternels contre 100 000 naissances vivantes. La planification familiale peut réduire les chiffres d'un tiers. Elle favorise aussi l'épanouissement et l'autonomisation à une société. Voilà, Kounandi Babani l'a bien dit, la sensibilisation fera bien l'affaire pour une bonne compréhension sur les planifications familiales. À 12 heures passées de 10 minutes, nous ouvrons l'actualité internationale de cette édition juste après ça. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et c'est avec vous, Khadija Traoré. Bonjour. Alors, en Guinée, début des plaidoiries dans le procès du 28 septembre. 1 an et demi après l'ouverture du procès, ce sont les avocats des parties civiles qui ouvriront le bal des plaidoiries. D'après l'Organisation guinéenne des droits de l'homme qui ont accompagné les victimes depuis le massacre du 28 septembre 2009, 106 parties civiles ont défilé à la barre. C'est dans ce cadre que l'ancien président Moussa Dadis Camara ainsi que 10 autres figures du CNDD sont jugés à Conakry. Et présidentiel au Tchad, le parti Les Transformateurs dépose un recours. 3 jours après la proclamation des résultats provisoires officiels de la présidentielle tchadienne et la victoire au premier tour du président de transition Mahamat Idriss Déby, le premier ministre Succès Masra, qui revendique lui aussi la victoire, vient de déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel et dit avoir remporté l'élection présidentielle avec 73% des voix selon son propre décompte, mais sans en avoir toutefois publié les détails. Et pendant ce temps, en République démocratique du Congo, les élus de la majorité
majorité critique une partie des candidatures présentées pour le bureau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui marque le dernier jour pour le dépôt des candidatures aux 7 postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le scrutin aura lieu le 18 mai. On connaît déjà le candidat de la majorité à l'issue des primaires, c'est Vital Kamerhe, mais la coalition est divisée sur les 5 autres choix, dont ceux des 2 vice-présidents, le rapporteur et le questeur. Au même moment, à Gaza, l'Égypte soutient la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël. La décision intervient au moment où les frappes israéliennes s'intensifient sur l'enclave palestinienne avec une situation intenable pour les civils. Pour rappel, l'Afrique du Sud a lancé une action judiciaire en décembre dernier contre Israël devant la plus haute juridiction de l'ONU à la suite des frappes que ce pays opère dans la bande de Gaza et qui font des dizaines de milliers de morts à ce jour. Et voilà Fatou, c'est tout pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Merci Khadija pour ce développement et excellente semaine à vous. Merci. Je vous le disais au sommaire, vous êtes sûrement nombreux à avoir un faible pour le cheval, surtout quand il est de couleur blanche. Alors, dans notre société, la domestication de cet animal ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, les rois et autres personnalités en disposaient devant leur domicile. Eh bien, en ce 21e siècle, la tendance continue. Au regard de la société, le cheval devant un domicile est vu autrement. Chacun a sa propre idée de la chose. C'est ce que nous explique Samba Sanogo. Le cheval reste un animal qui bénéficie d'une attention particulière. Doté d'une grande puissance dans l'accomplissement de nombreuses tâches, le cheval est domestiqué dans les villages et même dans la ville. Ceux qui gardent le cheval dans leur famille ont des raisons pour justifier ce choix. Lassine Abdoulaye Diarra, propriétaire de cheval. Depuis que moi je suis petit, mon père il a toujours eu l'amour d'élever des chevaux. Je me rappelle quand j'étais petit, à 3 ans, on a eu notre premier cheval qui a fait plus de 20 ans ici, qui est décédé il y a quelques années. Honnêtement, j'ai grandi avec ça dans la maison. Noum Sengare, propriétaire de cheval. Personnellement, ça n'a pas d'autre signification pour moi, en dehors de l'affection que j'ai eue pour cet animal. Élève un animal, il faut l'entretenir. En tant que croyant, il faut éviter vraiment de lui infliger des sévices. Les fins connaisseurs affirment que les chevaux ont des valeurs que d'autres animaux n'ont pas. Alou Koulibaly, traditionnaliste. La différence entre le cheval et l'âne se trouve au niveau du respect et de l'amour envers son maître. Le cheval a également des principes auxquels il est toujours fidèle, comme par exemple des actes d'inceste qu'on juge normal chez les animaux. Le cheval ne fera jamais cela. Le cheval est aussi très convoité chez les rois et comme tout être, malgré ses nombreuses qualités, certains chevaux peuvent aussi porter la poisse. Ousmane Diarra, imam. Le cheval fait partie des animaux qui est beaucoup sollicité et qui est aimé en matière de la religion. Et cet animal aussi a beaucoup contribué dans la promotion et dans l'expansion de l'islam. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cet animal qui fait partie des parures. Donc il y a un hadith du prophète paix et salut sur lui qui dit que le front du cheval porte le bonheur. Et cela fait que certains essayent de s'approprier ou peut-être d'avoir cet animal, surtout ceux qui ont les moyens. Au-delà de tout ce qui entoure comme perception autour de la domestication du cheval, on retient son rôle dans l'évolution sociale en termes de résultats engrangés pour l'accroissement de la production et autres activités quotidiennes. À 12h passées de 15 minutes, parlons sport pour parler de l'agent de joueur qui est un médiateur entre un sportif professionnel et un club sportif. Né de la professionnalisation des compétitions sportives et du développement du sport, ce métier est défini et encadré par le Code du sport. Cependant, qui est habilité à exercer ce métier et comment il gère ses joueurs? Moussa Diabaté nous donne la réponse. Selon les descriptions de la FIFA, un agent de joueur est une personne physique qui détient une licence octroyée par l'instance qui supervise le football mondial, l'autorisant à exercer le métier d'agent de joueur. Gaoussouba
manager sportif, nous précise les conditions à remplir. Toute personne, à l'exception des gens qui ont des relations professionnelles avec les clubs, les ligues, les fédérations, sont habilités à être agent de joueur. Une personne X peut vouloir être agent de joueur et les seules conditions à remplir, c'est les conditions qui sont d'abord les conditions de bonne moralité. L'agent de joueur est aussi un intermédiaire qui conseille les sportifs, joueurs ou entraîneurs dans le choix d'un club et négocie le montant et les conditions de leur contrat. Dans le contrat de représentation, vous le représentez exclusivement pour les opérations de transfert. C'est-à-dire s'il veut quitter un club A pour un club B. Maintenant, il y a l'aspect aussi du contrat de management. C'est-à-dire qu'un joueur, par exemple, que vous assistez lors de son transfert du Mali au Burkina, par exemple, c'est-à-dire que le joueur peut vous donner un contrat de management qui vous confère le droit de lui chercher, par exemple, un logement, de lui chercher une école pour ses enfants, bref, de créer les conditions nécessaires, de conditions de vie nécessaires pour qu'il puisse exercer pleinement et sans stress son métier de joueur au football. En retour, il touche une commission basée sur la rémunération de l'athlète. Par exemple, un revenu annuel de moins de $200 000 pour le joueur, l'agent est rémunéré à hauteur de 3%. Il y a ce qu'on appelle les cas de double représentation. C'est-à-dire que l'agent peut représenter le joueur et l'équipe qui reçoit le joueur. Dans ce cas-là, si l'agent il négocie une rémunération annuelle de moins de $200 000, l'agent est rémunéré à hauteur de 10%. Bien joué! Bien joué, Ngolo! Le conseil, c'est à plusieurs niveaux. D'abord au niveau des agents qui doivent, en cas de sollicitation ou en cas de détection d'un joueur, agir en toute déontologie. Ils doivent avoir une bonne moralité et une bonne éthique dans la gestion des joueurs, surtout aux parents de joueurs mineurs. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour confier la gestion de la carrière de vos enfants à des agents licenciés et à des agents autorisés par la FIFA. À noter aussi que le métier d'agent de joueur implique des connaissances dans de nombreux domaines: sport, marketing, droit, gestion, fiscalité, relations publiques, sans oublier la maîtrise des langues étrangères. J'espère que Kansai ne va pas changer de métier pour être agent de joueur. À 12h passées de 18 minutes, voyons la couleur qui affiche le ciel. Et présentement, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 38 degrés Celsius. La maximale sera de 43 degrés Celsius. Le soleil, lui, se couchera à 18h passées de 50 minutes. Voilà qui met un point final à ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Djabi. Malik Kansai a assuré la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Marcel Tessunke, coordination Salimata Dao et Aminata Konate. La réalisation est assurée par Mariam Dao, Ibrahim Kamara. Et moi, je vous dis à très vite sur la FM Leader de Bamako. D'ici là, prenez soin de vous, car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente suite en compagnie des programmes de l'Onde de Choc. Écoutez la différence. La chaîne 2 sur le net, c'est www.ortm.nl.